Et sans plus tarder, je laisse la parole à Isabelle et Akran. Je vais juste les présenter. Isabelle, elle est PhD, elle est conseillère scientifique à l'EWETMI du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Elle possède une vaste expérience en synthèse des connaissances dans les domaines de la santé et des services sociaux. Et actuellement, elle effectue des revues rapides de la littérature pour les pôles universitaires en réadaptation des purs. Il y a aussi Akran, qui est titulaire d'un doctorat en médecine de famille qui a été obtenu hors Québec et une maîtrise et administration de la santé de l'Université de Montréal. Il a une expertise clinique sur l'évaluation des fonctionnements cognitifs chez les patients atteints de maladies sévères. Et aussi, il est aussi conseiller scientifique à l'UETMI du centre-sud de l'île de Montréal. Et il se consacre actuellement à la réalisation des revues de littérature dans les domaines de l'adaptation, de la dépendance et des personnes âgées. Donc, je laisse la parole à vous. Merci d'être là. Merci de faire cette présentation pour nous. Merci beaucoup, Lucas, pour la présentation. Merci aussi beaucoup pour l'invitation. Vous savez, c'est quand même beaucoup de travail, produire une revue rapide, même si rapide elle est. On est toujours bien heureux de pouvoir présenter les résultats, en fait, à notre auditoire cible, soit les milieux cliniques, les milieux de la recherche. Donc, merci beaucoup de vous être inscrits. Akram, avant que je partage la présentation, est-ce que tu avais un mot à dire? Juste souhaiter la bienvenue à tout le monde et les remercier de leur intérêt et ça nous fait vraiment plaisir de partager les résultats de notre revue. Parfait. Donc, je vais présenter à l'instant la présentation. Akram, est-ce que tu vois la présentation? Oui? OK, parfait. OK, donc j'y vais. Comme il a été dit, en fait, aujourd'hui, on vient vous présenter les résultats d'une revue rapide sur les meilleures pratiques en orthophonie pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC. Rapidement, le plan de la présentation va aller comme suit. Je vais vous présenter le contexte de la demande, le mandat qui nous a été confié à nous, l'UETMI. En bref, la méthodologie, mais en bref, là, le plus gros de la présentation va être consacré aux résultats. Il va y avoir des résultats d'efficacité, donc l'efficacité de certaines interventions. Et on va également présenter des recommandations pratiques sur le sujet. Je vais conclure et le tout va être suivi d'une période d'échange. Peut-être juste vous dire, la présentation devrait durer plus ou moins 40 minutes, ce qui devrait nous laisser une dizaine de minutes, 10-15 minutes pour la période d'échange. Donc, la demande d'une revue rapide nous est parvenue dans un contexte bien précis, soit l'intégration du congé précoce assisté dans la trajectoire de service AVC. En fait, il y a plusieurs guides de pratique qui recommandent maintenant le congé précoce assisté pour les personnes qui ont subi un AVC léger ou modéré et dont l'état de santé est suffisamment stable pour assurer un retour sécuritaire au domicile. Au Québec, le CPA fait partie de la trajectoire de service AVC, mais ça demeure tout de même une modalité relativement récente. Il y a un premier projet pilote qui a démarré au CIUS du Centre-Sud et au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal en 2017. Depuis, le programme CPA s'est progressivement déployé. Mais bref, ça ne fait pas 10 ans que c'est implanté. Ici, on a la trajectoire de service pour les personnes ayant subi un AVC au Québec. Donc, on a la phase hyper-aiguë qui correspond aux premiers soins reçus à l'urgence. La phase aiguë qui correspond en fait à la prise en charge en milieu de soins aigus, en milieu hospitalier. Ensuite, la phase de réadaptation. Et la dernière phase, c'est la phase de réintégration et de maintien dans la communauté visant la participation sociale.
Je dis dernière phase, mais dans les faits, c'est plus une phase qui est transversale dans l'ensemble de la trajectoire. Bon, dans les documents du ministère, on mentionne que cette phase-là devrait être présente dès l'élaboration du plan d'intervention lors de la phase aiguë. Donc, le CPA se situe au tout début de la phase de réadaptation, soit plus ou moins 2 semaines suivant l'AVC pour une durée de 4 semaines. Il y a plusieurs questions qui se posent en fait quant à la façon d'intervenir dans le cadre du programme CPA, notamment pour le traitement de l'aphasie. Assurément, on va vouloir travailler les déficits de langage et de la communication avec la personne aphasique. Mais les interventions en orthophonie vont généralement au-delà de la déficience. On va vouloir favoriser la reprise des habitudes de vie et plus globalement la participation sociale de personnes qui est devenue aphasique. Toutefois, comme les patients dans le cadre du programme CPA sont à un stade quand même assez précoce, comment on devrait s'y prendre pour travailler les déficits de langage? Et est-ce que la participation sociale doit déjà être une cible d'intervention? Si oui, dans quelle mesure et comment la favoriser? Et est-ce que l'une des 2 cibles d'intervention doit prévaloir sur l'autre quand on est aussi rapproché dans le temps suivant l'AVC? Donc, c'est dans ce contexte-là que le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal nous a mandatés pour réaliser une revue rapide de la littérature sur les meilleures pratiques en orthophonie pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC. En fait, on s'est limité aux services qui débutent au cours du premier mois post-AVC, puisque c'est durant cette période-là précisément que le programme CPA entre en jeu. Je vous présente, comme je vous disais, brièvement la méthodologie. Je vous invite par contre à consulter le rapport complet et ses annexes là, si vous voulez plus de détails. Et Akram va d'ailleurs mettre les liens dans le chat à la fin de la présentation pour pouvoir accéder aux documents, au rapport complet et à un résumé vulgarisé. Donc, une revue rapide, c'est quoi? En fait, c'est une méthode scientifique transparente pour synthétiser des connaissances qui nous proviennent de la littérature. Ça se veut un compromis à la revue systématique en abrégeant certains aspects sur le plan méthodologique. Donc, on adapte la méthodologie pour aller plus vite. L'objectif, en fait, c'est de livrer un rapport en plus ou moins 4 mois pour soutenir rapidement la prise de décision. Avant de poursuivre, je veux quand même faire une petite mise en garde là, par rapport aux revues rapides. En fait, c'est que dans une revue rapide, nous, l'UETMI, on ne formule pas de recommandations de pratique. On va uniquement dégager des constats à la lumière des résultats des études scientifiques, mais ces constats-là ne tiennent pas compte du contexte des établissements au Québec, ni de l'expérience des cliniciens, ni de celle des usagers dans nos propres installations. Donc, on recommande fortement aux établissements de consulter l'ensemble des parties prenantes avant d'entreprendre tout changement à leur offre de service. La mise en garde étant faite, donc la grande question qui nous a été posée, c'est quelles sont les meilleures pratiques en orthophonie pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC? Et pour répondre à cette grande question-là, nous, on l'a décliné en 2 questions d'évaluation. D'abord, selon les études scientifiques, quelle est l'efficacité des interventions en orthophonie pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC? Ensuite, dans les guides, avis, normes, standards, quelles pratiques en orthophonie sont recommandées? Je viens à l'instant de vous dire que dans le cadre d'une revue rapide, on ne formule pas de recommandations, mais il n'y a rien qui nous empêche par contre d'aller consulter des documents comme des guides de pratique, des avis, des normes, bref, des documents qui comprennent des recommandations qui proviennent d'organisations crédibles en orthophonie, en aphasie, en AVC. Pour la recherche documentaire, on a adopté une stratégie différente selon la question. Pour la première question, on a consulté 4 bases de données scientifiques et on était à la recherche d'études d'efficacité.
Pour la deuxième question, on a consulté 44 sites web d'organisations reconnues pour leur expertise en orthophonie, en aphasie et en AVC. Et comme je vous disais, le type de document qui était recherché, c'était des guides, normes, lignes directrices à vie. On a consulté, par exemple, en fait, les sites des autres professionnels dans les différentes provinces canadiennes, le site de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, bref, plusieurs sites d'organisations canadiennes crédibles, mais aussi d'autres pays, États-Unis, France, Royaume-Uni, Australie, etc. Cette recherche-là nous a permis, en fait, de créer un grand bassin de références potentiellement pertinentes. Par la suite, on a fait la sélection des documents en appliquant des critères de sélection préétablis. Par rapport aux critères de sélection des études, les principaux étaient les suivants. Donc, on incluait des études qui avaient été menées auprès d'adultes souffrant d'aphasie à la suite d'un AVC. Et l'AVC devait remonter à 4 semaines ou moins. On excluait les adultes qui souffraient d'aphasie associée à d'autres conditions, comme l'aphasie primaire progressive ou le traumatisme crânien, et ceux dont l'AVC remontait à plus de 4 semaines. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des études dont la population se rapproche le plus possible de la clientèle CPA. L'intervention à l'étude, c'était toute intervention, programme, modèle ou approche en orthophonie, dont la durée était de 5 semaines et moins. 5 semaines et moins, on sait que le programme CPA, c'est davantage 4 semaines, mais on s'est donné quand même 1 semaine de marge de manœuvre pour aller chercher un petit peu plus d'études. On excluait tout ce qui était pratique d'évaluation. Donc, ce qu'on vous rapporte aujourd'hui, c'est des pratiques d'intervention, de réadaptation, mais tout ce qui est évaluation, ça ne fait pas partie de la revue rapide. On excluait également tout ce qui était intervention médicale, pharmaceutique et les interventions, en fait, qui duraient plus de 5 semaines. Il y a d'autres critères qui ont également été appliqués, notamment on s'est limité aux publications des 10 dernières années pour s'assurer de pouvoir livrer un rapport en 4 mois. Mais encore une fois, je vous invite à consulter le rapport complet pour avoir la liste de l'ensemble de nos critères de sélection. Ici, c'est en fait le diagramme de sélection qui décrit, si on veut, tout le processus pour en venir à nos articles qu'on a retenus. Donc, on est parti au départ d'un bassin potentiel de 454 références. Donc, c'est le nombre de références qu'on a trouvées en procédant à notre recherche documentaire. Et au terme du processus de sélection, donc en appliquant nos divers critères, on a retenu au final 14 documents, soit 10 études scientifiques pour répondre à la question 1 et 4 guides de pratique pour répondre à la question 2. Pour terminer avec la méthode, on a évalué la qualité des études à l'aide d'outils standardisés et l'extraction des études s'est faite à l'aide de 2 grilles d'extraction, soit une pour chaque question d'évaluation. Donc, on arrive aux résultats. La première question, on se rappelle, c'était quelle est l'efficacité des interventions en orthophonie pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC. Avant de présenter les résultats d'efficacité, je vais vous décrire un peu les 10 études retenues en commençant par le profil des participants. Pour la sévérité de l'AVC, seulement une étude était composée exclusivement de participants avec un AVC léger à modéré. Les autres études étaient constituées majoritairement de participants avec un AVC modéré sévère à sévère où on ne rapportait pas l'information. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, en fait, c'est que certaines études qu'on a retenues sont menées auprès d'une clientèle un peu plus hypothéquée que celle du programme CPA. Donc, il va falloir faire attention à la généralisation des résultats. Ensuite, pour la sévérité de l'aphasie, il y a 4 études qui sont constituées majoritairement de participants avec une aphasie légère à modérée, 3 études de participants avec une aphasie modérée sévère à sévère, et les autres études ne rapportent tout simplement pas l'information.
Peut-être juste préciser ici que la sévérité d'un AVC et la sévérité de l'aphasie, c'est deux choses différentes. Donc, une personne peut avoir subi un AVC léger et devoir composer avec une aphasie sévère. À l'inverse, une personne peut avoir subi un AVC sévère avec des déficits physiques importants, mais ne pas souffrir d'aphasie ou avoir une aphasie très légère. Dans 80% des études, l'intervention débutait au cours des 14 premiers jours post-AVC, ce qui est similaire au programme CPA. Mais l'ensemble des études ont été menées en milieu hospitalier ou en centre de réadaptation, donc des traitements qui sont à l'interne, inpatient. Il n'y a aucune intervention qui ont été menées en communauté. Donc, encore une fois, il va falloir faire attention à la généralisation des résultats puisque le programme CPA, c'est au domicile de l'usager. Il n'y a également aucune étude qui a évalué la téléréadaptation à ce stade-là, mais en fait, les pratiques pour le traitement de l'aphasie en téléréadaptation au cours du premier mois post-AVC. Pour la durée des interventions dans les études, la majorité s'échelonne sur 4 à 5 semaines, ce qui est similaire au programme CPA. Et pour l'approche qui est privilégiée dans les interventions données, c'est une approche qui est axée essentiellement sur les déficits de langage et de la communication. La participation sociale, la reprise des habitudes de vie, ce n'est pas quelque chose qui est directement ciblé dans l'intervention. Par contre, attention, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on devrait exclure les interventions axées sur la participation sociale à ce stade-là, donc durant les premières semaines post-AVC. En fait, ça signifie uniquement que la recherche s'y est pas attardée, du moins pour le moment. Je termine avec les caractéristiques des études. Dans le fond, on a deux grandes catégories d'études d'efficacité. Une première, c'est les études qui évaluent un type d'intervention en particulier. Plus précisément, il y a 3 types d'interventions qui sont évaluées. Premièrement, les thérapies individuelles à composantes mixtes. Je reviens un peu plus loin sur la description des thérapies. Deuxièmement, la thérapie par contrainte induite. Troisièmement, la Melodic Intonation Therapy modifiée. La deuxième catégorie, ce sont les études d'efficacité qui n'évaluent pas un type d'intervention en particulier. Et comme je vous disais, j'y reviens un peu plus tard. Donc, pour chaque catégorie et sous-catégorie, je vais présenter les résultats des études. Mais d'entrée de jeu, sachez que les résultats qu'on a recensés ne nous permettent pas de comparer l'efficacité des différentes thérapies entre elles. Par exemple, je ne suis pas en mesure de vous dire si la thérapie par contrainte induite est plus ou moins efficace qu'une thérapie individuelle à composante mixte. Pour que ce soit possible, il aurait fallu que dans une même étude, on ait un groupe qui reçoit une thérapie individuelle à composante mixte, un autre qui reçoit la thérapie par contrainte induite et un autre groupe qui reçoit aucun service ou les services usuels, ce qui est malheureusement pas le cas. On commence par les résultats sur les effets de la thérapie, des thérapies individuelles à composante mixte. Il y a 3 études qui ont évalué l'efficacité de ce type de thérapie-là. En gros, on parle ici de séances individuelles. Et ici, dans le fond, l'orthophoniste va utiliser différentes approches théoriques, sémantique, phonologie, autres, et ou différents exercices pour travailler différents déficits. Dans le fond, c'est un amalgame de différentes choses. Par contre, dans tous les cas, l'intensité est élevée. Donc, on parle de séances de 45 à 60 minutes par séance, 5 à 7 jours semaine, pour une durée totale entre 2 et 4 semaines selon l'étude. Au niveau du profil des participants, le profil était variable selon l'étude, que ce soit en termes de sévérité d'AVC, sévérité d'aphasie, type d'aphasie. Et tous les participants avaient subi leur AVC entre 2 et 12 jours en moyenne. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? On observe un effet positif au niveau des capacités d'écriture chez les patients qui souffrent d'une aphasie légère à modérée.
Il y a un effet variable au niveau de l'habileté de dénomination. Chez les participants qui ont une aphasie légère à modérée, on voit un effet positif. Par contre, lorsque dans les analyses, c'est toute sévérité d'aphasie confondue, on n'observe plus d'effet. Pour la communication sociale, on observe un effet positif de ce type de thérapie-là chez les patients qui souffrent d'aphasie de Wernicke. Par contre, lorsque les analyses se font tout type d'aphasie confondue, on n'observe plus d'effet. Ce qui est intéressant, en fait, dans la colonne effets variables, c'est que les résultats qu'on vous rapporte tendent à suggérer que les effets des thérapies peuvent varier en fonction de la sévérité de l'aphasie et du type d'aphasie. C'est du moins une hypothèse qui mériterait d'être explorée. Il n'y a aucun effet qui a toutefois été observé pour les habiletés telles que fluence verbale, répétition, compréhension. Il y a même des résultats au niveau de la qualité de vie et du niveau d'indépendance. On n'observe pas d'effet. Et pour ce qui est du discours et de la sévérité de l'aphasie, globalement, on n'a pas de données. Les résultats, les auteurs n'ont pas analysé ces variables-là. C'est tout pour les thérapies individuelles à composante mixte. On passe maintenant aux résultats de la thérapie par contrainte induite. Il y a 3 études qui ont évalué la thérapie par contrainte induite. En gros, on parle de thérapie de groupe constituée de 2 à 4 participants selon l'étude. C'est vraiment une thérapie qui est axée sur l'expression orale. En gros, les participants d'un même groupe vont être séparés par une barrière visuelle afin qu'aucun ne puisse se voir. Et de cette manière-là, les participants vont être contraints de communiquer verbalement entre eux et ne pourront pas utiliser d'autres formes de communication comme les gestes ou l'écriture. Il y a des cartes imagées qui vont être distribuées aux participants. Ce sont des cartes qui peuvent représenter un objet de la vie quotidienne, une situation, une personne. Et chaque carte a son double. Donc, à tour de rôle, les participants doivent demander si la ou les personnes de son groupe détiennent l'item qui figure sur sa carte et les autres du groupe doivent alors répondre verbalement. Encore une fois, l'intensité ici de cette thérapie-là est élevée. Donc, on parle de séances de 45 à 60 minutes dans 2 études. Et dans une autre étude, on parle de séances de 3 heures. Dans les 3 études, 5 jours semaine. Donc, ça peut être intensif à très, très intensif pour une durée qui varie toutefois entre 2 et 5 semaines selon l'étude. Au niveau du profil des participants dans ces études-là, pour ce qui est de la sévérité de l'AVC, on manque d'informations. Et c'était tout type et toute sévérité d'aphasie. Les patients avaient subi leur AVC entre 5 et 19 jours en moyenne, donc dans les 3 premières semaines. Qu'est-ce que ça donne tout ça? En fait, quand la thérapie est donnée de manière très intensive, donc quand je parle les séances de 3 heures, 5 jours semaine, mais sur une plus courte durée, donc de 2 semaines, on observe un effet positif sur la qualité de la communication, mais pas de sa quantité. Et l'ensemble des autres variables là, qui avaient été analysées par les auteurs, on n'observe pas d'effet. Donc, pas d'effet sur l'habileté de dénomination, répétition, écriture, etc. Maintenant, quand on donne la thérapie de façon moins intensive, donc des séances de 45 à 60 minutes, 5 jours semaine, mais je dis moins intensive, c'est quand même intensif, mais c'est tout de même moins intensif que 3 heures. Mais sur une durée plus longue, donc de 4 à 5 semaines, là, les auteurs n'observent pas d'effet positif et ils ne rapportent aucun effet par rapport au discours, la sévérité de l'aphasie et la qualité de vie. Les effets demeurent inconnus pour certaines variables comme la fluence verbale et la compréhension écrite, que ce soit dans les thérapies données très intensivement 3 heures ou seulement 45 à 60 minutes. On n'a pas de données sur ces 2 variables-là. C'est tout pour la thérapie par contrainte induite. On passe maintenant à la Melodic Intonation Therapy modifiée. Il y a une seule étude qui a évalué cette thérapie mélodique.
En gros, on parle ici de séances individuelles où on va combiner mélodie avec des mots, des phrases, et en fait, le patient il est appelé à chanter pour faciliter la production de paroles. Ici, la thérapie est beaucoup moins intensive que les deux thérapies précédentes. On parle de 2 séances de 10 à 15 minutes chacune. En fait, le protocole prévoit jusqu'à 5 séances selon les auteurs, mais dans le cadre de leur étude, il y avait des données disponibles uniquement pour les 2 premières séances. Pour une durée totale de moins de 2 jours, en fait, les participants recevaient une première séance et moins de 2 jours plus tard, ils recevaient leur deuxième séance. 100% des participants souffraient d'aphasie de Broca et on n'a aucune autre info sur le profil des participants. Et les participants avaient subi leur AVC entre 4 et 6 jours en moyenne. Donc, c'est assez rapproché de l'AVC. Donc, chez les patients qui souffrent d'aphasie de Broca, qu'est-ce que ça donne? En fait, il n'y a aucun effet positif qui est rapporté. Dans les incertains, on voit un effet, en fait, au niveau du discours, à la fin de la première séance, on ne voit pas d'effet. Par contre, plus ou moins 2 jours post-séance, on observe un effet qui est significatif. Donc, ce résultat-là, ça peut suggérer 2 choses. Première chose, c'est que la Melodic Intonation Therapy aurait un effet différé dans le temps chez les patients. Et le discours s'améliore, mais ça demande une période de plus ou moins 2 jours. Mais en même temps, ça pourrait être tout simplement attribuable à une récupération spontanée qui est indépendamment du traitement suivi. Donc, c'est pour ça que j'ai classé ce résultat-là dans les incertains. Il n'y a pas d'effet sur l'habileté de répétition et il y a plusieurs effets, en fait, il y a plusieurs variables qui n'ont tout simplement pas été analysées dans le cadre de cette seule étude-là. Donc, bref, on en sait très peu sur l'efficacité des thérapies mélodiques. On est maintenant rendu à la deuxième catégorie d'études, soit celles qui n'évaluent pas un type d'intervention en particulier. En fait, les études de la catégorie B comprennent 3 études qui sont tous issues du même groupe de chercheurs, donc Godek et ses collègues. Et quand on dit que les auteurs n'évaluent pas les effets d'un type d'intervention en particulier, je vous en donne un exemple. Dans une étude, donc celle de 2014, il y a certains participants du groupe intervention qui ont reçu une thérapie de groupe, soit la thérapie par contrainte induite, alors que d'autres participants ont reçu une thérapie individuelle à composante mixte. Bref, les participants du groupe intervention peuvent recevoir des thérapies très différentes. Les participants du groupe témoin ont, quant à eux, reçu les services usuels en orthophonie, c'est-à-dire ce qui est normalement donné dans l'établissement où se déroule l'étude, ou aucun service. La principale différence, en fait, entre les 2 groupes, c'est l'intensité et le dosage des interventions. Dans le groupe intervention, c'est élevé, alors que dans le groupe témoin, c'est faible, voire nul. Donc, pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement, on s'entend que c'est nul. Peut-être vous préciser maintenant les concepts d'intensité et de dosage avant de poursuivre. L'intensité, en fait, ça renvoie au nombre d'heures de traitement par semaine. Et dans le cadre de la présente revue, l'intensité d'un traitement est jugée élevée si elle est égale ou supérieure à 3h45, soit l'équivalent de 5 séances par semaine de 45 minutes. Le dosage renvoie quant à lui au nombre total d'heures de traitement. Et dans le cadre de la présente revue, le dosage d'un traitement est jugé élevé s'il est égal ou supérieur à 15 heures, soit l'équivalent de 5 séances par semaine de 45 minutes pendant 4 semaines. Maintenant, en quoi consistent là, les différentes thérapies données dans le groupe intervention? Comme je vous disais, ça peut être des séances individuelles ou de groupe. Et comme je vous disais, les thérapies sont variables d'une étude à l'autre et même d'un participant à l'autre. Dans tous les cas, les thérapies sont données de manière intensive
soit plus ou moins 60 minutes par séance, 5 jours par semaine, pour un total de plus ou moins 5 heures par semaine. La durée était de plus ou moins 4 semaines, donc on parle ici d'un dosage de plus ou moins 20 heures de traitement au total. Pour les participants, en fait, pouvaient avoir vécu un AVC et souffrir d'aphasie de toute sévérité. Par contre, quand on regarde le descriptif de l'échantillon, on remarque ceux qui souffrent d'une aphasie ou d'un AVC modéré sévère à sévère. Et c'est la catégorie, en fait, qui est la plus représentée. Et on n'a pas d'informations sur le type d'aphasie et les participants avaient subi leur AVC 2 semaines ou moins avant d'amorcer le traitement. Donc, à la fin de la thérapie, on observe des effets positifs sur le discours, la communication sociale, la sévérité de l'aphasie. Mais il y a plusieurs variables qui n'ont tout simplement pas été analysées par les auteurs, donc on n'a aucune idée si ça a un effet sur l'habileté de dénomination, fluence verbale et autres. Au suivi de 3 mois et 6 mois, parce que dans ces 3 études-là, il y a un suivi à moyen terme. Donc, au suivi de 3 mois et 6 mois, en fait, on n'observe plus d'effets positifs. Au niveau de la sévérité de l'aphasie, il y a une étude qui observe un effet positif, mais dans les 2 autres études, il n'y a plus d'effet. Aucun effet n'est observé à 3 mois et 6 mois au niveau du discours, de l'habileté de dénomination, communication sociale et la qualité de vie du participant. Et plusieurs effets inconnus là, qui n'ont tout simplement pas été évalués par les auteurs. Quelques précautions. Dans l'ensemble, les résultats les résultats des 3 dernières études, donc des études de la catégorie B, ne sont pas très concluants, particulièrement après 3 mois et 6 mois. Mais il faut faire attention. On ne peut pas tirer de conclusions sur l'efficacité ou l'inefficacité des thérapies intensives et à dosage élevé en s'appuyant uniquement sur les résultats des études de la catégorie B. Premièrement, il faut tenir compte aussi des résultats précédents sur les effets des thérapies individuelles à composantes mixtes et ceux de la thérapie par contrainte induite. Toutes 2, on se souvient, ont été données de manière intensive et dans certaines d'entre elles avec un dosage élevé. Également, au plan méthodologique, il y a plusieurs facteurs confondants qui pourraient compromettre la validité des résultats, notamment dans 2 des 3 études, le type de thérapie donné, comme je disais, au groupe intervention varie d'un participant à l'autre. Mais c'est possible que certains participants du groupe intervention aient reçu un type de thérapie moins efficace que d'autres participants du même groupe. Donc, tout ça, ça peut se répercuter sur les résultats finaux. Aussi, dans les 3 études, les auteurs n'avaient pas du tout le contrôle sur les services les services orthophoniques qui étaient donnés durant la période de suivi de 3 mois et 6 mois. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils ont reçu, mais l'absence de résultats significatifs pourrait être en partie attribuable au service qui est reçu durant la période de suivi. Mais si les auteurs n'avaient pas de contrôle dessus, bref, jusqu'à quel point on peut se fier aux résultats donnés à 3 mois et 6 mois, j'ai beaucoup de réserves. Autre précaution, dans les études de la catégorie B, la majorité des participants avaient un AVC modéré sévère à sévère. Donc, les résultats auraient pu être totalement différents auprès d'une clientèle avec un AVC léger à modéré comme celle du CPA. On n'a juste pas de données disponibles. Dernier point, les auteurs ont évalué les effets tout type et toute sévérité d'aphasie confondus, mais les effets des thérapies pourraient varier selon le profil des participants. Comme je vous disais, c'est une hypothèse qui mériterait d'être explorée compte tenu des résultats qu'on a rapportés un peu plus tôt. Je suis maintenant rendue à la 2e question d'évaluation, qui était quelles pratiques en orthophonie sont recommandées dans les guides de pratique pour le traitement de l'aphasie durant le 1er mois post-AVC. Au total, on a scruté attentivement le contenu de 16 guides. La grande majorité des guides renfermaient des recommandations de pratique pour le traitement de l'aphasie post-AVC,
mais sans indication précise sur le temps post-AVC. Donc, c'est des recommandations qui s'appliquent en principe à l'ensemble du continuum de soins. Parmi les 16 guides consultés, il y en avait seulement 4 qui incluaient des recommandations qui sont spécifiques au traitement de l'aphasie durant les premiers jours, premières semaines post-AVC. Je parle ici de recommandations sur les interventions à privilégier pour traiter l'aphasie, donc de la réadaptation, et non de recommandations en matière d'évaluation. Comme je vous disais, tout ce qui est évaluation, ce n'était pas couvert par la revue. Et bien évidemment, les pratiques d'évaluation d'orthophonie sont abordées dans les guides de la phase aiguë de l'AVC. Donc, 4 guides ont été retenus, mais les recommandations qu'on y retrouve sont dans l'ensemble peu nombreuses et peu développées. En gros, les recommandations vont comme suit. Le traitement de l'aphasie au cours des premiers jours, semaines post-AVC, si je résume, devrait débuter dès que le patient peut le tolérer, devrait être axé sur la gravité des déficits de langage et de communication, mais aussi sur les différentes sphères de vie touchées par l'aphasie. Mais on ne précise pas, par contre, si les 2 éléments devraient avoir le même poids dans le plan de traitement. Et on souligne que les thérapies peuvent se donner dans le cadre de rencontres individuelles ou de groupes, mais on ne précise pas un type de thérapie en particulier. Toujours, là, on parle ici de recommandations qui s'appliquent aux premiers jours, semaines post-AVC. Il n'y a aucun guide qui émet de recommandations sur l'utilisation de la téléréadaptation à ce stade. Donc, on se souvient que c'est bien à ce stade. Il y a des recommandations dans les guides sur la téléréadaptation, mais on ne précise pas, c'est sans indication sur le temps post-AVC en fait. Mais il n'y a pas de recommandations spécifiques sur le premier mois post-AVC à ce niveau. L'intensité du traitement ne fait pas consensus d'un guide à l'autre, ce n'est pas cohérent. Et dans la majorité des guides, l'importance d'impliquer les proches et les membres de la famille est soulignée. Il y a plusieurs recommandations à ce sujet-là, mais il n'y en a aucune qui est spécifique aux premiers jours, semaines post-AVC. Ça m'amène à vous dire que dans le rapport complet, on a, je vous disais, il y a 16 guides qui ont été scrutés. Il y en a seulement 4 qui incluaient des recommandations spécifiques aux premiers jours, semaines post-AVC, donc qui répondaient à nos questions d'évaluation. Ceci dit, on s'est quand même donné la peine de faire la synthèse des recommandations pour le traitement de l'aphasie. On a fait la synthèse des autres recommandations qui étaient plus à portée générale, qui s'appliquaient en fait à l'ensemble du continuum de soins. Si vous voulez vous y référer, notamment pour les recommandations au niveau de la famille et des proches, vous allez les trouver dans le rapport complet. Il y a une synthèse qui apparaît en page 47. En conclusion, quelle est l'efficacité des interventions en orthophonie pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC? Bien, malheureusement, les données examinées dans le cadre de la présente revue ne nous permettent pas d'identifier les meilleures thérapies. On se rappelle, seulement 3 types de thérapies sont évalués. Je serais surprise qu'il existe juste 3 types de thérapies. Et seulement 1 à 3 études par type. Tout type de thérapie confondu, on a rapporté quelques résultats positifs, mais il y a plusieurs résultats qui étaient non concluants. Ceci dit, l'efficacité des thérapies semble varier selon le type et la sévérité de l'aphasie, mais ça prendrait d'autres études pour valider cette hypothèse-là. Quelques précautions. Rappelez-vous qu'on parle ici des résultats de seulement 10 études, qu'on a observé des limites méthodologiques dans l'ensemble des études, que l'évaluation était généralement toute sévérité d'AVC confondue et tout type et sévérité d'aphasie confondue. Comme je vous ai dit, c'est possible qu'on ait des conclusions un peu plus nuancées si on évalue l'efficacité des interventions en fonction de différents profils de participants. Et c'est possible qu'en ayant tout mergé ensemble, ça ait eu pour effet de diluer les effets. Aussi, rappelez-vous que la population et les milieux d'intervention étaient quand même différents du CPA. Il y a une seule étude qui est menée exclusivement auprès de patients avec un AVC léger à modéré
Et dans tous les cas, on parle de réadaptation institutionnelle, aucune étude en communauté. J'essaie de terminer rapidement, je vois le temps passer. Quelles pratiques en orthophonie sont recommandées pour le traitement de l'aphasie durant le premier mois post-AVC? C'est impossible de répondre en profondeur à cette question-là parce que, comme je disais, seulement 4 guides qui répondaient à nos critères de sélection, seulement 4 guides qui parlent spécifiquement du traitement de l'aphasie au cours des premiers jours, semaines post-AVC. Et on parle ici de recommandations qui sont peu nombreuses et peu développées. 2 approches de traitement sont recommandées. L'une qui est axée sur la gravité des déficits de langage et de communication, l'autre sur les conséquences de l'aphasie dans les différentes sphères de vie, vécu, travail, relations, loisirs. Mais comme je disais, il n'y a aucun guide qui me précise c'est l'une ou l'autre des approches les plus importantes durant le premier mois post-AVC, ni comment on devrait s'y prendre pour les intégrer chez un même patient. Dernière diapo. C'est sûr que les études qu'on vous a présentées présentent chacune leurs limites méthodologiques, mais la présente revue en renferme aussi. Comme il a déjà été mentionné, on parle ici d'une revue qui est rapide. Donc, on doit faire certains compromis au plan méthodologique pour produire un rapport en plus ou moins 4 mois. On a consulté 4 bases de données, ce qui n'est pas si mal pour notre recherche documentaire. Mais si on se compare à la recherche documentaire qui est faite dans le cadre d'une revue systématique, c'est beaucoup plus exhaustif dans le cadre d'une revue systématique. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait des études qui nous aient échappé. Je serais surprise, mais ce n'est pas impossible. Il y a certaines étapes qui ont été réalisées par un seul évaluateur plutôt qu'un interjuge. Par exemple, l'extraction des guides, ça s'est fait par un seul évaluateur. Et dans un monde idéal, on aurait souhaité qu'un deuxième évaluateur valide l'extraction faite par le premier pour s'assurer qu'on n'ait rien échappé. Également, il n'y a pas de collecte de données contextuelles ni de collecte de données expérientielles dans le cadre d'une revue rapide. Donc, dans le cadre de votre réflexion sur les meilleures pratiques en orthophonie auprès de la clientèle aphasique du programme CPA, on vous recommande fortement d'aller recueillir ce type de données-là et de ne pas vous limiter aux données scientifiques parce que c'est sûr qu'au-delà de ce qui est efficace au plan scientifique, c'est important aussi de tenir compte de votre propre contexte et aussi de consulter l'ensemble des parties prenantes. Je vous remercie. On serait rendu à la période d'échange. Je vais cesser le partage. Donc, je vais arrêter aussi les enregistrements, mais merci à Isabelle pour la présentation. Je vais juste arrêter et on invite les personnes à poser vos questions de vive voix, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez les poser dans les chats, on va répondre toutes les questions. Merci beaucoup.